Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on fait la présentation de l'étape numéro 11 de la Vuelta. Étape numéro 11. C'est pas l'étape la plus difficile de cette Vuelta. Je pense que c'est pas la vidéo non plus la plus longue de présentation de cette Vuelta parce que il n'y a pas grand chose à dire sur cette étape à part que ça va être très plat. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos 3 favoris pour cette étape et également votre grosse cote. Parce que c'est toujours intéressant. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je rappelle que je fais cette présentation d'étape alors que le contre-la-montre vient à peine de partir. C'est-à-dire la veille, nous sommes le 30 août, il est 14h08. Je le précise. C'est très important parce que voilà, s'il y a des coureurs qui abandonnent comme Ethan hier ou qui sont non partants à cause de la Covid, je ne peux pas le savoir. C'est pas une présentation d'étape juste avant le départ. Étape très plate. Pourquoi 1592 mètres de dénivelé positif. Alors certains vont dire oui, il y a quand même des petites bosses. Oui, mais en fait les bosses sont assez loin de l'arrivée. Il n'y a pas des gros pourcentages en plus sur cette étape. Ça sent bon le sprint massif pour cette 11e étape et c'est pas arrivé depuis quelques jours, ça va faire du bien. Non plus à habituer les coureurs à avoir des sprints massifs parce que depuis l'étape 6, ça a été assez calme du côté des sprints. Grosse opportunité pour les purs sprinters, il n'y en aura pas encore 150 sur la suite de cette Vuelta, donc il ne va pas falloir se rater, il y aura de la pression. Ça ne sera pas une étape facile pour les équipiers parce qu'il va falloir quand même contrôler. Il va falloir contrôler déjà pour ne pas revenir sur l'échappée trop tôt, mais il va falloir contrôler aussi parce qu'on va être le long de la mer pendant une grande partie de la journée. Il faudra faire attention donc au vent, même si il ne devrait pas être favorable totalement pour un coup de bordure. Mais on va faire 120 km le long de la mer pendant cette étape. On regarde tout de suite le profil du parcours parce que j'ai pas grand chose à dire, donc on va éviter que la vidéo soit trop longue. Eh bien, on va partir de El Pozo Alimentación pour arriver à Cabo de Gata. Particularité, on arrive sous le niveau de la mer. On sera moins 1 mètre sous le niveau de la mer. Il y a quelques coins en Espagne où on est sous le niveau de la mer. En France, c'est un peu plus rare de se retrouver dans ce type de situation. Ça arrive souvent aux Pays-Bas, notamment parce que les Pays-Bas, je rappelle, il y a une grande partie des Pays-Bas qui est sous le niveau de la mer, vu que pour agrandir les Pays-Bas, on a utilisé notamment des digues. El Pozo Alimentación, Cabo de Gata, 192 km, début de journée assez plat, vers la Totana, Lorca. Et puis on arrive assez vite le long de la mer, vers Pulpi. Hop là, au kilomètre 61,5, on sera le long de la mer. Et à partir du moment où on sera le long de la mer, il y aura un peu plus de bosses, dû notamment au fait qu'on ait des falaises. Je n'irai pas jusqu'à des falaises, mais vous savez, le long de la mer, il y a toujours des petits mouvements de terrain. C'est rare les coins comme la Gironde où c'est vraiment tout plat le long de la mer. Souvent, il y a quand même des petites bosses. Ça pourrait casser le rythme des coureurs. De là à dire que ça va faire mal, il ne faut quand même pas déconner. Notamment vers Caboneras, vers Rodalquilar. Le sprint bonification intermédiaire à Huescas à 10 km de l'arrivée, ce qui est assez habituel sur cette Vuelta cette année d'avoir des sprints intermédiaires assez proches de l'arrivée. On verra si Pedersen et Bennett se font la bagarre vraiment à cet endroit-là ou si on décide qu'on laisse faire d'autres coureurs ou s'il y a des équipiers qui vont faire le job à ce moment-là. On ne sait pas trop, voilà, mais ça peut donner des idées d'avoir ce sprint intermédiaire à 10 bornes de l'arrivée. Et puis l'arrivée du côté de Cabo de Gata, donc encore une fois 120 km le long de la mer. Il n'y a pas l'air d'avoir de grosses difficultés techniques en termes de virage, mais il faut quand même se méfier quand on est sur des stations balnéaires où parfois le mobilier urbain peut être piégeur. Et puis bien entendu, quand on est le long de la mer, les prévisions météo sont parfois au niveau du vent un peu plus faibles que prévu. Je passe à la météo. Du côté de la météo, gros soleil sur l'étape. On va avoir des températures qui vont dépasser facilement les 30 degrés. On sera même très proche entre 35, 37, 38 degrés. Même si en fin de journée il devrait faire un peu moins chaud, on devrait repasser sous les 30 degrés, il va faire chaud, on va avoir envie de piquer une tête dans la mer mais on n'aura pas le temps. Et puis du côté du vent, 25-30 km/h, assez régulier, il a l'air d'être assez régulier tout le long du parcours et vent plutôt défavorable. Il sera
légèrement favorable sur une toute petite partie du parcours le long de la mer, mais 95% du temps, 3/4 face. Et ce qui ne devrait pas, il devrait pas être suffisamment de côté pour permettre de faire un coup de bordure. De toute manière, quand vous avez du vent de 3/4 face, il faut au moins du 40 km/h, au moins du 40 km/h pour pouvoir tenter le coup de bordure. Du côté de la stratégie, c'est assez facile. Je vois difficilement comment on pourrait éviter un sprint massif sur cette étape-là. Donc pour moi, l'échappée n'ira pas au bout. 3-4 coureurs maximum. Et puis avec un sprint massif, un beau sprint massif à l'arrivée qui devrait convenir aux purs sprinteurs. Du côté de mes pronostics, j'ai mis Pedersen parce qu'on a vu il est en très grande condition physique et forcément pour la bagarre pour le maillot vert, il est obligé de faire le job. Et puis c'est pas comme si chez Trek on avait vu énormément l'équipe en dehors des sprints. Sam Bennett parce que pour le moment c'est le plus performant, il a l'air d'être légèrement au-dessus de ses adversaires du côté des sprints. Donc c'est un coureur sur lequel il faudra compter. Je ne mets ni Ackermann ni Merlier parce que je pense qu'Ackermann il a un peu souffert en montagne. Merlier, j'ai l'impression qu'il est un petit peu nulle part pour le moment sur ce Tour d'Espagne. Donc j'ai décidé de mettre McClay de Arkea. Arkea n'a plus que lui comme coureur. Alors, même si on a parfois pris des échappées, on va, je pense, mettre toute l'équipe au service de McClay. Puis en grosse cote, j'ai mis Galvan, le coureur de l'équipe Ocard Pharma. Peut-être qu'on lui laissera une chance, Galvan. C'est une grosse cote, voilà, c'est une tentative. Du côté des horaires, départ 12h51. Le Cala Panizzo, à partir de là, on sera quasiment le long de la mer. Juste après entre 14h41 et 14h52. Lagua Armaga, c'est à 57,2 km de l'arrivée. Et l'arrivée entre 17h15 et 17h40 pour cette étape. J'ai oublié en fait de le marquer, mais comme tous les soirs, c'est à peu près la même chose. Donc voilà, à partir de 17h15 jusqu'à 17h40 à peu près pour l'arrivée de cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. 18h, petit TikTok. Et puis ensuite, débrief sur YouTube à partir de 21h pour cette étape. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.